Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des sagas les plus populaires du cinéma américain, c'est-à-dire la saga Rocky. Une série de films qui perdure à l'heure actuelle grâce à deux excellents spin-offs et qui est indissociable de son acteur principal, créateur et également réalisateur de la plupart des films, Sylvester Stallone. Indissociable car Sylvester Stallone le considère comme son rôle le plus personnel, ou tout du moins celui qui lui ressemble le plus. La sortie récente de Creed 2 est donc l'occasion rêvée pour faire un portrait de Sylvester Stallone à travers le personnage de Rocky Balboa qu'il incarne depuis plus de 40 ans. Même si nous ne reviendrons pas en détail sur tous les aspects des films concernés, il y aura bien évidemment quelques spoilers, puisque nous allons parler de tous les films de Rocky à Creed 2. Donc si vous ne souhaitez pas être spoilé, je vous conseille de rebrousser chemin, et sinon pour les autres, on est parti. Né en 1946, Sylvester Stallone est le fils d'un immigré italien et d'une femme aux origines françaises et ukrainiennes. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que Rocky soit lui aussi l'enfant d'immigrés italiens et qu'il se fasse appeler par la suite l'étalon italien lors de ses matchs de boxe. Comme son personnage, l'acteur galère pendant plusieurs années. Si Rocky se retrouve à faire la petite frappe pour la mafia locale ou alors à faire des matchs de boxe miteux, l'acteur en revanche accumule les petits rôles dès 1969 sans parvenir à percer. Pire encore, il se trouve que parfois il n'est même pas crédité au générique. Ainsi on le retrouve dans un fameux film érotique qui sera par la suite renommé Les Talons Italiens pour surfer sur la vague des Rocky. En 1971, il joue dans Bananas un loupard qui agresse Woody Allen dans le métro. En 1975, il incarne Frank Nitti, le bras droit d'Al Capone, incarné ici par Ben Gazzara, dans le biopic de Steve Carver. Et enfin, on le retrouve parmi les fameux pilotes de la course à la mort de l'an 2000. Stallone finit par taper dans l'œil des producteurs Erwin Winkler et Robert Chartoff avec le script de La Taverne de l'Enfer, un projet qui ne se concrétisera pas tout de suite et qui deviendra la première réalisation de Sylvester Stallone. Il propose alors au producteur un projet qui mettra en scène un Italo-américain qui veut percer dans la boxe et qui se retrouve face à un champion pour son premier grand match. L'idée ne vient pas de nulle part puisque Sylvester Stallone s'inspire en fait d'un combat survenu en 1975 et qui opposait l'accompli Mohamed Ali à l'inconnu Chuck Wepner. Une expérience qui aurait pu vite tourner à la rigolade si Chuck Wepner n'avait pas tenu jusqu'au dernier round. Et ce, bien qu'il n'a pas gagné le match, sur décision des juges. Au final, il se passera exactement la même chose avec Rocky lors de son combat avec Apollo Creed joué par Carl Weathers. S'il paraît évident aujourd'hui que Sylvester Stallone est Rocky Balboa, en revanche, à l'époque, c'était nettement moins le cas. Étant plus ou moins un acteur débutant qui n'a jamais réussi à avoir de grands rôles, Sylvester Stallone partait perdant pour les studios MGM et United Artists. Il aura fallu plusieurs mois pour que les studios daignent enfin lui donner le rôle principal au détriment d'acteurs comme James Caan, Burt Reynolds ou Robert Redford. S'il est le scénariste et l'acteur principal du film, en revanche, Sylvester Stallone n'est pas le réalisateur de Rocky. Ce poste est confié à John J. Avildsen, qui sera par la suite le réalisateur de la trilogie Karate Kid. Pour Stallone, Rocky est le film de la dernière chance, celui qui doit définitivement le lancer dans le cinéma sous peine de disparaître complètement dans le paysage. Il sera largement récompensé par le succès du film, qui se monte à plus de 225 millions de dollars de recettes. Pour un petit film de 1,1 million de dollars de budget, le succès de Rocky est incroyable, et surtout, il est l'un des films les plus rentables de tous les temps encore aujourd'hui. À cela, rajoutez que le film gagne 3 Oscars lors de la cérémonie de 1977, dont celui du meilleur film, et même si Stallone ne récolte absolument rien le soir-là, il se trouve qu'il est enfin sorti de l'anonymat grâce à Rocky. Rocky n'est pas un film parfait, il a des problèmes de rythme, met un certain temps à démarrer, mais c'est un film qui est absolument sincère et qui transpire l'amour de Stallone pour son personnage principal. On sent que Stallone a mis beaucoup de vécu dans le portrait de Rocky Balboa, et par la même occasion, ce dernier apparaît au spectateur comme un signe d'espoir, celui qui va outrepasser son propre statut social pour pouvoir devenir ce qu'il a envie d'être. Tout cela est synthétisé par le morceau Gonna Fly Now, composé par Bill Conti, le célèbre thème de la franchise qui dit littéralement que Rocky, comme Stallone, vont pouvoir voler de leurs propres ailes. À cela rajouter la relation fusionnelle entre Rocky et Adrian, incarnée par Talia Shire, sœur de Francis Ford Coppola, qui l'a fait jouer dans la série de films Le Parrain, une histoire d'amour qui reste certainement parmi les plus belles du cinéma américain. Après la sortie de Rocky, Stallone accède à la célébrité,
Toutefois, il a du mal à rebondir. Il joue un syndicaliste dans Fist de Norman Jewison en 1978 et réalise son premier film avec La Taverne de l'Enfer. Un beat critique et commercial qui fait un peu peur à Irving Winkler et Robert Chartoff. Et pour cause, Stallone veut réaliser Rocky 2 puisque John J. Avildsen ne veut pas le réaliser. Tout comme le précédent film, Rocky 2 permet à Stallone d'évacuer les différentes frustrations qu'il a à l'époque. Rocky se retrouve dans une impasse similaire puisque, après avoir été une véritable star locale durant peu de temps, il retombe progressivement dans l'anonymat. Il est obligé de travailler à droite et à gauche pour pouvoir subvenir aux besoins de lui-même, mais également à ceux d'Adriane, qui devient sa femme, et également la mère de son fils. L'aspect paternel n'a rien d'étonnant puisque Stallone lui-même est devenu papa de 2 enfants entre 1976 et 1979, et d'ailleurs c'est son second fils qui apparaît en Rocky Junior dans le film. Tout comme Stallone doit accepter Rocky 2 pour pouvoir survivre à Hollywood, Rocky se doit de survivre en acceptant la revanche face à Apollo Creed. Le parcours d'Apollo Creed est plus ou moins similaire puisque s'il a gagné auprès des juges, en revanche selon l'opinion publique et lui-même, c'est lui qui a perdu. Il s'est fait mettre en échec par un inconnu et ça il ne l'accepte pas. La revanche que l'on retrouve dans le titre n'est pas seulement celle de Rocky, le perdant officiel, mais aussi celle d'Apollo Creed, le perdant officieux. Une revanche également pour Stallone qui, après 2 échecs consécutifs, va pouvoir retrouver le succès avec 200 millions de dollars de recettes totales. Malheureusement pour Stallone, la roue tourne encore une fois. Le polar Les Faucons de la Nuit et le film historique À nous la victoire se soldent par des énormes échecs commerciaux en 1981. Il doit donc à nouveau revenir à Rocky pour trouver un énorme succès commercial. Mais attention, cette fois-ci, nous ne sommes pas dans une fourchette comprise entre 1 et 7 millions de dollars de budget, mais plutôt dans les 25 millions. Nous sommes dans les années 80, les années de tous les excès, où les studios vont commencer à faire exploser les budgets de leurs films, au point d'atteindre en 1991 les 100 millions de dollars avec Terminator 2. Rocky 3 est en soi un drôle de film. D'un côté, vous avez le côté totalement over the top, pas loin du nanar, avec notamment le personnage de Clubber Lang, incarné par Mr. T qui accumule tellement les punchlines grossières que ça en devient vraiment hilarant. Et de l'autre, vous avez une critique sociale plutôt intéressante, où Stallone dit littéralement que si votre succès est mal entretenu, il sera totalement éphémère. Et en soi, c'est ce qu'il montre avec le personnage de Rocky, puisqu'il s'est tellement embourgeoisé que finalement il ne boxe quasiment plus, et les rares fois où il boxe, c'est pour des galas de charité avec Hulk Hogan. Rocky 3 est en quelque sorte une suite bigger and louder, c'est-à-dire qu'elle va aller toujours plus loin, toujours plus fort par rapport aux précédents opus, et souvent c'est dans les excès. Les méthodes d'entraînement avec Apollo Creed font plus rire qu'autre chose, notamment le passage sur la plage. On a une surdramatisation avec la mort de Mickey, l'entraîneur de Rocky, incarné par Burgess Meredith, le pingouin de la série Batman des années 60. On a également tout ce qui est raccord aux années 80 avec un tube bien pop comme il faut, soit Eye of the Tiger de Survivor. Puis on a plus l'impression de voir Stallone l'homme d'action que l'on retrouvera à partir des années 80, plutôt que le personnage sympathique, voire un peu naïf des premiers films. Rocky 3 a beau être un film sympathique, on note quand même une sacrée rupture de ton par rapport aux 2 précédents films. Mais ce n'est pas grave puisque le film rapportera 249 millions de dollars de recettes totales. Outre Rocky 3, l'année 1982 couronne définitivement Stallone comme une star hollywoodienne avec le succès fracassant de Rambo de Ted Kotcheff. Un rôle de vétéran du Vietnam rejeté par la société qui lui permet de trouver un autre rôle phare, mais également de construire une autre franchise sur la durée, puisqu'à l'heure actuelle, il est en train de tourner le 5e volet de la franchise. C'est ainsi qu'après le succès de Rambo, il en tourne une suite assez rapidement, beaucoup plus bourrine, et certainement moins subtile, mais toujours dans le sillon du premier volet. On le retrouve également dans le four commercial Rhinestone en 1984, où Dolly Parton essaye de faire de lui un chanteur de country, et par la même occasion, il continue dans la réalisation avec Staying Alive, qui n'est autre que la suite de La fièvre du samedi soir de John Badham, avec toujours John Travolta en rôle titre. Si le film a été très mal accueilli par la critique, en revanche, il a été un beau succès commercial, même si moindre par rapport à La fièvre du samedi soir. L'occasion pour Stallone de remettre les gants pour un Rocky 4, qui, curieusement, s'annonce encore pire que le précédent. Rocky 4 est le film de tous les excès, celui qui se déguste comme un pur film des années 80, et non pas forcément comme un opus de la franchise.
Certes, il y a l'événement tragique de la mort d'Apollo Creed, qui est un événement particulièrement glaçant dans la manière dont il est tourné, mais malheureusement tout ce qui est autour est assez lourdingue, pénible et honnêtement vraiment ridicule. Au point que Rocky IV est un nanar et non un bon film, ou un film sympathique comme c'était encore le cas du troisième film. C'est un film qui sent l'esthétique années 80 jusque dans ses rouages, puisque le film s'apparente plus à un film de vengeance plutôt qu'un film de boxe. Et aussi, on retrouve tout ce qui fera l'esthétique années 80, avec notamment les effets clips. Hearts of Fire remplace le Gonna Fly Now, No Easy Way Out est utilisé pour une séquence de voiture qui finalement ne sert absolument à rien dans le métrage, et puis on a d'autres chansons comme Burning Heart de Survivor. Puis il y a le discours réganien de Stallone qui devient de plus en plus gerbant au fur et à mesure du film. Nous sommes en pleine guerre froide, donc d'un côté vous avez les gentils américains qui s'enjaillent sur Living in America de James Brown et s'entraînent à la dure, et de l'autre vous avez les méchants soviétiques qui s'entraînent comme des machines à tuer et se dopent en plus. Ah, qu'ils sont méchants ces soviétiques. Donc pour le discours subtil, on repassera, et ce n'est pas les dernières paroles de Rocky qui vont changer cela, puisque l'on tombe clairement dans le ridicule. Mais ce n'est pas grave, du haut de ses 31 millions de dollars de budget, Rocky IV en rapporte 300 millions. Stallone enchaîne les séries B, que ce soit pour la Canon avec Over the Top et Cobra, ou pour d'autres studios, comme ce sera le cas avec le film carcéral Haute Sécurité et Tango et Cash, où il se retrouve aux côtés de Kurt Russell. Évidemment, c'est aussi l'occasion de continuer les aventures de Rambo avec un troisième volet, qui tourne plus ou moins mal puisque Russell Mulcahy se fait virer en plein tournage et est finalement remplacé par un réalisateur de seconde équipe, Peter MacDonald. Un troisième volet, lui aussi particulièrement pénible de par ses dérives réganiennes qui prennent des proportions gigantesques. Stallone lance dans la foulée un Rocky V qui lui permettra dans un sens de revenir aux sources après des années d'excès et ainsi de revenir au Rocky qu'il était autrefois, celui qu'il incarnait devant la caméra de John J. Avildsen. Rien d'étonnant à ce qu'il fasse à nouveau appel au réalisateur pour réaliser ce cinquième volet. Rocky se retrouve avec des séquelles suite à son affrontement avec Drago et raccroche les gants. Il se retrouve ruiné suite à des magouilles financières de Paulie, si bien qu'il se retrouve à nouveau dans les bas-fonds de Philadelphie. Il reprend la salle de son défunt entraîneur Mickey et se retrouve à entraîner le personnage de Tommy Gunn, un jeune boxeur. Sauf que malheureusement, Tommy Gunn est l'anti-Rocky par excellence, c'est-à-dire qu'il est impulsif, violent, et surtout n'a pas les mêmes méthodes de combat que Rocky. Donc on se retrouve avec une petite guéguerre entre le vétéran et le jeune fougueux, alimenté par une sorte de Don King incarné par Richard Gant, un personnage particulièrement détestable et pénible à suivre. On peut en dire autant du personnage de Tommy Gunn, très mal joué par Tommy Morrison, qui s'il a été un bon boxeur à une époque, était également un très mauvais acteur. Le changement de ton entre Rocky IV et Rocky V est assez flagrant, mais le problème c'est que ça ne fonctionne pas. D'un côté, vous aviez encore le Rocky Golden Boy qui réussit dans tout et qui a même retrouvé l'œil du tigre, et de l'autre, vous revenez au Rocky naïf qu'il était dans le 1 et le 2, un homme qui n'a pas beaucoup de sous et qui essaye de subvenir à ses besoins. Alors certes, l'aspect avec Paulie paraît totalement crédible, mais le problème vient du traitement. Le personnage passe trop d'un extrême à l'autre, et là ça devient vraiment gênant. On a bien du mal à se dire que le Rocky de Rocky IV et le Rocky de Rocky V sont en fait les mêmes personnes. Par la même occasion, l'écart se creuse encore plus, car Sage Stallone, soit le fils aîné de Sylvester Stallone, incarne Rocky Jr. dans ce volet, et apparaît beaucoup plus âgé physiquement que le Rocky Jr. de Rocky IV, alors que les deux films sont censés se passer un après l'autre. Et puis évidemment, il y a le fameux combat final qui est en fait un affrontement dans la rue entre Tommy Gunn et Rocky Balboa. Un combat qui ressemble plus à un combat de catch qu'à un combat de boxe. John J. Avildsen l'a d'ailleurs bien compris, puisqu'initialement, Rocky devait mourir dans la scène, mais les producteurs, voulant à tout prix garder Rocky pour d'éventuelles suites, il a donc été certifié qu'il soit vivant dans la scène. Donc Avildsen parti, c'est Sylvester Stallone qui a fait la scène. Alors certes, elle est bien exécutée, mais le problème c'est que le résultat est totalement naze. C'est sinistre de voir un personnage aussi fort que Rocky Balboa finir dans une scène aussi ridicule. Rocky V est à la fois la chute de Rocky mais également celle de Sylvester Stallone.
et elle va durer très très longtemps. Entre 1990 et 2006, Sylvester Stallone va vivre une période noire où il va enchaîner les erreurs de parcours et où les rares bons films dans lesquels il a joué vont finalement se solder par des semi-échecs commerciaux. Ce sera le cas de Demolition Man, de Cliffhanger, mais également de Copland, où il sera notamment salué par la critique pour sa prestation de shérif à moitié sourd. Son expérience dans un cinéma plus familial va se solder par un énorme échec, avec des ratages totales comme Arrête où ma mère va tirer, L'embrouillé dans le sac, le remake d'Oscar avec Louis de Funès, ou encore le troisième Spy Kids où il en vient à se ridiculiser en incarnant plusieurs personnages à l'image de ce que l'on peut voir dans les Guignols de l'info avec le soldat Sylvestre, les gars de la World Company ou les conseillers de George Bush. À cela, rajouter des films qui n'ont pas fait les scores attendus comme L'Expert ou Daylight, des films qui ont été des bides retentissants comme Get Carter, Driven ou bien Detox. Vous pouvez même rajouter une apparition nanardesque dans Taxi 3 et vous avez la cerise sur le gâteau. Puis arrive un miracle. Sylvester Stallone revient avec un 6e volet sobrement baptisé Rocky Balboa et fait son grand retour au cinéma. On ne l'attendait plus personne ne s'attendait à grand chose après un 5e volet totalement raté, un 4e totalement over the top et un 3e qui n'était pas loin de l'être. Il revient finalement avec un magnifique film sur le deuil, sur la vieillesse et en soi sur une renaissance, celle de Rocky et celle de Stallone. Rocky Balboa fonctionne là où Rocky V n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce que le temps a passé. Là, nous avons un véritable retour aux sources. Le personnage a évolué. Il est devenu plus vieux. Il a perdu sa femme. Son ami Paulie ne supporte plus ce qu'il fait, c'est-à-dire ressasser le passé systématiquement. Il n'est plus le combattant que l'on connaît. C'est un vieil homme qui a un restaurant et qui s'occupe de ce restaurant. Il a perdu de vue son fils, incarné ici par Milo Ventimiglia. Rocky a pris des coups avec le temps, Stallone aussi, et on comprend beaucoup mieux pourquoi Stallone a privilégié davantage Rocky Balboa par rapport à John Rambo, alors que John Rambo était en soi prêt à être tourné. Même le Gonna Fly Now, qui revient après au moins 2 épisodes à ne pas être utilisé, est beaucoup plus poignant ici car il montre la rage de vaincre de Rocky, alors qu'il n'a pour le coup plus rien à perdre. Le combat final, inspiré à la fois par le Super Fight, qui était une simulation virtuelle des années 70 avec Mohamed Ali qui affrontait Rocky Marciano, et de l'autre, le combat en 1994 de George Foreman, alors à 47 ans, et Michael Moorer, 26 ans à l'époque, est finalement totalement secondaire. Ce qui compte, c'est de retrouver le Rocky que l'on a aimé dans Rocky 1 et 2, et surtout, un Rocky qui a évolué en fonction de ce qu'est devenu Stallone. Ce qui fait de Rocky Balboa peut-être le plus bel épisode de la franchise et surtout un des meilleurs revivals que l'on a vu dans les années 2000. Sylvester Stallone redevient hype, mais malheureusement cela n'a pas duré très longtemps. Il retrouve le personnage de John Rambo dans un 4e volet violent, radical et particulièrement politisé, puisqu'il traite de la guerre en Birmanie. Un opus où, dans un certain sens, on retrouve le Rambo du Vietnam, mais ici avec une dimension beaucoup plus sérieuse. On n'est plus dans le nanar comme c'était un peu le cas dans Rambo 2 et surtout dans Rambo 3. Puis il y a eu la trilogie des Expendables qui l'a initié, sorte d'hommage aux films d'action des années 80-90 avec les acteurs de l'époque, sauf que malheureusement ça a vite tourné à vide. Du plomb dans la tête de Walter Hill, film d'action plutôt sympathique au détriment d'être mémorable, a fait un four total. Là où Escape Plan n'a pas fait vraiment les chiffres attendus, si bien que le second volet a fini en VOD partout dans le monde en dehors de la Chine, et que le 3e finira certainement de la même manière. Le retour de Rocky Balboa n'est pas le fait de Sylvester Stallone, mais du réalisateur Ryan Coogler et de l'acteur Michael B. Jordan, qui désirait faire un spin-off autour du fils d'Apollo Creed. Sylvester Stallone a décidé de participer au projet, et ainsi, Creed est non seulement devenu le spin-off de la saga Rocky, mais également en quelque sorte le 7e opus de la franchise. Rocky a encore pris des coups depuis le 6e opus. Il a perdu son ami Paulie, et par la même occasion, son fils est parti vers d'autres aventures, hors de Philadelphie, engendrant encore plus de solitude qu'il n'en avait depuis la mort de sa femme. D'ailleurs, il est bon de souligner que la photo de Rocky Jr. que l'on retrouve dans le film ne représente pas Milo Ventimiglia, qui jouait Rocky Jr. dans le 6e opus, mais Sage Stallone, le fils de l'acteur,
qu'il le jouait dans le 5e opus. Le choix de l'acteur pour la photo n'a rien d'étonnant, puisque le film est sorti en 2014, soit 2 ans après la mort de Sach Stallone. Un beau moment d'émotion où Stallone parle à cœur ouvert d'un fils qui malheureusement n'est plus là. Si le personnage a été conservé occasionnant une belle scène dans Creed 2, ce moment d'émotion pure dans Creed confirme que, en quelque sorte, Sylvester Stallone est Rocky et que Rocky est Sylvester Stallone. Adonis Creed n'est pas l'héritage de Rocky Balboa comme le suggère le titre français. C'est le fils d'Apollo Creed. Et Rocky Balboa est quelqu'un qu'il considère comme son tonton. Leur relation est particulièrement touchante, d'autant plus que les deux s'entraident mutuellement. Rocky apprend au cours du film qu'il est atteint d'un cancer, donc Adonis va l'aider à le combattre. Là où Rocky va aider Adonis à devenir un véritable boxeur. Leur relation ne changera pas du tout dans Creed 2, sauf que dans Creed 2, nous sommes plus dans une suite directe à Rocky 4. En plus de certains aspects qui sont ressemblants avec Rocky 2, puisque Adonis devient papa et se marie, et à Rocky 3, puisque Adonis va devoir retrouver l'œil du tigre. Puis il y a le combat idéologique et physique entre les deux clans que l'on retrouve dans le film. Donc d'un côté, nous avons Rocky Balboa qui est ressorti de son duel avec Drago avec des séquelles, avec Adonis Creed, le fils d'Apollo Creed, homme qui a été tué par Drago lors d'un combat. Et de l'autre, vous avez le clan Drago, où le père est devenu un paria dans son pays, au point qu'il a été quitté par sa femme, son pays l'a laissé tomber et il vit désormais en Ukraine, et son fils Ivan, qui apparaît définitivement comme la relève, mais également comme une machine à tuer qui a été entraînée justement pour dégommer ses adversaires le plus vite possible. Deux camps qui sont finalement meurtris, tous par des dommages collatéraux engendrés au fur et à mesure des années. Donc les Creed sont en quelque sorte la digne continuité de la saga Rocky, avec d'un côté le vieux briscard qui va petit à petit quitter la franchise pour partir dans la lumière avec son fils et sa petite-fille, et de l'autre Adonis Creed qui va donc devenir le nouveau visage de la franchise Rocky. Stallone peut donc définitivement passer à autre chose désormais. Donc voilà pour cette chronique spéciale Rocky, j'espère que cela vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à la commenter sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube. Je tiens à remercier mon camarade Nicolas qui m'a suggéré de faire cette vidéo, c'est un fan inconditionnel de la franchise, et sans lui cette vidéo ne serait certainement pas faite. Donc, salutations camarade. Par ailleurs, depuis peu j'ai créé une foire à questions que vous pouvez retrouver via la petite icône Google que vous avez sur la chaîne YouTube, ou alors via le lien qui est présent dans le descriptif de cette vidéo. Donc si vous avez des questions au sujet des projets à venir, de la chaîne elle-même, ou alors de la création des vidéos, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro d'Il était une fois en Asie qui sera consacré à Gumn.